le Maroc était le troisième pays le plus attaqué au monde. Une banque comme Bank of America investit chaque année $1 milliard dans la cybersécurité. La souveraineté numérique est un faux débat. Le risque zéro, ça n'existe pas. Face à l'expert avec Data Protect. Bonjour à vous tous. La cybersécurité dont on parle aujourd'hui, elle s'est imposée en quelques années comme un enjeu central, un enjeu majeur de notre société. Elle touche désormais l'économie, la sécurité des États, la continuité des services publics et évidemment la confiance des citoyens. Attaques informatiques, espionnage numérique, paralysie d'infrastructures critiques, le cyber-risque n'est plus une hypothèse mais une réalité dans notre quotidien. Nous recevons Ali Al-Azzouzi, expert international en cybersécurité, fondateur et CEO de Data Protect, une entreprise marocaine spécialisée justement dans la cybersécurité. Elle est active au Maroc et à l'étranger. Nous allons tenter de comprendre justement où en est le monde face à ce phénomène, tenter de comprendre comment le Maroc se positionne et quels sont surtout les défis à venir. Ali Al-Azzouzi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, au regard de l'actualité internationale, est-ce qu'on a aujourd'hui véritablement le sentiment que la menace cyber est sous contrôle ou au contraire, est-ce qu'elle progresse plus vite que la capacité des États à y répondre ? Écoutez, d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation. La cybersécurité est devenue le deuxième enjeu mondial, selon certains experts, après celui du changement climatique. L'année passée, la menace a presque triplé. Donc on parle, statistiquement parlant, ce qui a été généré par la cybercriminalité à l'échelle internationale, ça a dépassé 10 000 milliards de dollars. Si c'était une économie, on l'aurait classé la troisième plus grande économie du monde, après les États-Unis et la Chine. Donc l'enjeu est énorme. L'enjeu, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue stabilité, donc l'enjeu est énorme. Et cette évolution, je dirais, de la cybercriminalité, c'est une évolution, que ce soit en termes de chiffres, en termes de volume d'attaques, de cyberattaques, mais aussi en termes de sophistication. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça permet aujourd'hui à des personnes malveillantes d'industrialiser leur démarche de cyberattaques, de faire en sorte est-ce qu'effectivement on aboutit, je dirais, à des résultats impressionnants sans faire intervenir l'être humain. Et c'est un peu la rupture aujourd'hui dans ce domaine de la cybersécurité. Justement, à quel moment il y a eu cette rupture ? À quel moment ce basculement s'est opéré ? Écoutez, pour moi, d'abord, le post-Covid, parce que effectivement, ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a eu un mouvement de digitalisation incroyable après Covid. Les administrations, et ça c'est vraiment à l'échelle mondiale, c'est pas juste au Maroc, commençaient effectivement à ouvrir leur système d'information aux partenaires, aux usagers, et cette ouverture du système d'information n'est pas sans risque. Aujourd'hui, s'ouvrir, c'est très bien, mais il va falloir se composer avec des nouvelles menaces. Et aujourd'hui, ce mouvement de digitalisation, que je trouve des fois même précipité, a fait en sorte qu'on a laissé pas mal de brèches, justement, d'un point de vue de cybersécurité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous savez, la cybersécurité a toujours été, pendant longtemps, été une option. Ce n'était pas quelque chose qui était intrinsèquement intégré dans la conception des logiciels, dans la conception du matériel, de toutes les solutions de cybersécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'achète un ordinateur, moi je me pose la question, pourquoi devais-je acheter un antivirus ? Pourquoi devais-je paramétrer un firewall personnel sur mon poste de travail, alors quand j'achète une voiture, ça vient avec des ceintures au volant, ça vient avec des airbags, etc. C'est quelque chose qui est intrinsèquement intégré, je dirais, dans l'industrie automobile. C'est-à-dire que les mentalités sont appelées aujourd'hui à évoluer. Voilà, en fait, on peut comprendre parce que le but à l'origine de l'Internet, de façon globale,
c'était l'interopérabilité, c'était l'interconnexion. C'est faire en sorte est-ce qu'on puisse communiquer. Et cette couche de cybersécurité venait un peu plus tard. Et c'est pourquoi on l'a toujours considéré comme une option. Et aujourd'hui, on parle de sécurité by design, on parle de sécurité by default. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment que la cybersécurité soit une partie intégrante du processus de développement de logiciels ou du matériel. Alors la cybersécurité, effectivement, qui est désormais classée parmi les risques mondiaux majeurs, on le comprend de plus en plus chaque jour qui passe pratiquement, au même niveau, m'avez-vous dit tout à l'heure, que les crises climatiques ou géopolitiques. Vous avez évoqué également l'intelligence artificielle qui s'impose dans le cyberespace. Qu'est-ce que cela change dans la nature même des attaques que nous rencontrons? Comme je disais au début, c'est vraiment l'industrialisation. Aujourd'hui, on peut faire aboutir une attaque cybercriminelle sans intervention d'êtres humains. C'est assez impressionnant. Alors qu'avant, sur la chaîne Mais en quoi c'est différent? C'est différent parce que ça permet d'industrialiser, d'automatiser et de faire un travail à grande échelle, alors que ce n'était pas le cas. Avant, les attaques, ils étaient un peu, certes préparés, etc., mais je vous donne un exemple. Le phishing d'avant, on pouvait le détecter facilement parce qu'il y a eu des erreurs. L'hameçonnage, il y avait effectivement des erreurs d'orthographe, il y a eu des contextes d'attaque qui n'étaient pas vraiment bien planifiés. Aujourd'hui, on peut cibler une organisation, contextualiser vraiment l'attaque en fonction des spécificités de la target, de la cible qu'on veut. Et ça, on le fait avec de l'intelligence artificielle. Mais quelle devrait être dans ces cas-là la position des États? Parce que j'imagine que là aussi, leur responsabilité est pratiquement engagée. La souveraineté numérique, donc, qui est souvent évoquée. Est-ce qu'aujourd'hui, la réalité concrète, est-ce que c'est une réalité effectivement qui est prise en considération par ces États, ou bien est-ce que c'est un objectif encore difficilement atteignable? Écoutez, vous savez, le cyberespace a été toujours une zone de non-droit. Et cela a été pendant longtemps. Et aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup de souveraineté numérique. On dit qu'il faut vraiment améliorer nos capacités pour qu'on puisse être complètement autonome sur un certain nombre de sujets, y compris la partie numérique, etc. Mais pour moi, la souveraineté numérique est un faux débat. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut aller chercher, c'est vraiment la cyber-résilience. Il faut partir du principe que, qu'on le veuille ou non, nos organisations puissent faire l'objet d'attaques, de cyberattaques. Aujourd'hui, il y a deux catégories d'organisations. Celles qui ont fait l'objet d'attaques et celles qui le seront. Il n'y aura pas une troisième. Donc, d'où l'importance, effectivement, de la cyber-résilience. Les États, ils ont un rôle extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, la souveraineté numérique, c'est un fait. Et un rôle extrêmement important, que ce soit d'un point de vue déjà légal, juridique, parce qu'il faut mettre à niveau l'arsenal juridique, etc. Et le Maroc... Donc les leviers existent. Les leviers existent, bien entendu. Et puis, il faut mettre en place les institutions qu'il faut charger de la veille, charger effectivement de l'animation de l'écosystème de cybersécurité, etc. Et puis, effectivement, il faut encourager l'émergence d'un écosystème souverain de cybersécurité. Et ça, c'est extrêmement important. Et justement, dans cet espace, dans cette cartographie mondiale que représente la cybersécurité, comment situez-vous notre pays, le Maroc, dans cet espace-là, à la fois en termes d'exposition à ces risques, et qui sont réels, comme vous le dites, et aussi dans sa capacité, lui aussi, à y répondre? Écoutez, le Maroc, il a beaucoup évolué depuis la mise en place de la DGSSI en 2011. On n'a qu'à voir, à consulter en fait le dernier rapport de l'Union internationale des télécoms, classe le Maroc dans la catégorie 1. Donc on fait partie de la catégorie 1 dans ce qu'on appelle le Global Cyber Security Index, qui est édité chaque 2 ans, 3 ans, justement pour classifier un peu les États par rapport à ce qu'on appelle la capacité building, à leurs efforts en matière juridique, en matière technologique, en matière aussi de ressources humaines. Tous ces aspects-là, ce sont des piliers qui font l'objet d'ailleurs de notation chaque 2 ans par l'Union internationale télécom. Et force est de constater que le Maroc, il a bien progressé. Aujourd'hui, on est carrément dans la catégorie 1. Mais le Maroc aussi, c'est un pays qui est très ciblé, compte tenu de la situation géopolitique, compte tenu aussi d'une économie qui est complètement ouverte sur son écosystème,
compte tenu de la modernisation de nos systèmes d'information, bien entendu, ça fait du Maroc un pays ciblé. Et c'est pas pour rien, on était déjà à l'échelle africaine pendant plusieurs pays, le 3e pays le plus ciblé. Et l'année passée, et ça c'est la rupture, c'est effectivement au mois de juin, selon un cabinet, le Maroc il était le 3e pays le plus attaqué au monde. Justement, qu'est-ce qui motive les attaquants? Quel est leur besoin? Pourquoi il y a plusieurs motivations, ça y est, il y a des motivations. Uniquement économiques, j'imagine. Il y a des motivations qu'on peut qualifier de motivations pécuniaires, parce qu'effectivement, il y a l'appât du gain. Tout à l'heure, j'ai cité un chiffre de 10 milliards de dollars, ce qui a été généré par la cybercriminalité. Donc il y a de l'argent, il y a de l'appât du gain. C'est pourquoi l'un des secteurs les plus ciblés, quand il s'agit effectivement de l'appât du gain, c'est le secteur financier. Parce que tout est monnayable dans une banque, en termes de data, en termes de mode opératoire, etc. Mais il n'y a pas que, parce qu'il y a des motivations aussi aujourd'hui d'ordre géopolitique, d'ordre politique, et c'est des motivations de déstabilisation aussi. Voilà, justement, j'allais vous poser la question, est-ce que cela peut avoir un effet, un impact durable sur, que ce soit l'économie d'un pays, peut-être même sur sa politique? Ah oui, aujourd'hui, vous savez, on a des exemples. Par exemple, il y a, je pense, 2-3 ans, il y a eu une cyberattaque qui a ciblé une banque centrale d'un pays, effectivement en Afrique, et ça a paralysé effectivement pendant plusieurs jours, effectivement, le paysage financier du pays dont il est question. Il y a eu aussi en Amérique latine carrément un pays qui a été, parce qu'il y a eu des attaques à grande échelle, et on a dans l'histoire aussi ce qui s'est passé en Estonie en 2007, des attaques qui étaient ce qu'on appelle des DDoS distribués, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, des attaques de DDoS, on est arrivé à une volumétrie extrêmement importante qui est pratiquement aucune organisation au monde n'a les moyens pour pouvoir les contrecarrer ce genre d'attaque. Et donc, effectivement, aujourd'hui, les moyens, il y a lieu de mettre en place les moyens qu'il faut pour pouvoir contrer ces attaques, parce que des fois aussi, les acteurs qui sont derrière, ce sont des acteurs hostiles à des États, ce sont des acteurs qui ont les moyens justement pour pouvoir déstabiliser, pour pouvoir lancer des attaques à grande échelle. Et pour ce qui est des entreprises, est-ce que là aussi, est-ce qu'elles ont les moyens justement pour pouvoir faire face à ces fléaux, à ces attaques? Est-ce qu'elles sont capables justement d'anticiper ces menaces-là? Oui, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des solutions à ça. Les grandes entreprises, généralement, ils sont conscientes des enjeux liés à la cybersécurité. D'ailleurs, nous, à plusieurs reprises, on a été appelés par des conseils, à se prononcer sur la question de cybersécurité lors des conseils d'administration des grandes entreprises. Et c'est aujourd'hui une question qui est inscrite dans l'agenda même des conseils d'administration des grandes entreprises. Donc, il ne faut pas oublier aussi que ces grandes entreprises, que ce soit les banques, les filiales de multinationales, etc., sont quelque part obligées d'investir dans la cybersécurité parce qu'il y a la conformité légale, il y a des lois, il y a des normes, et n'ont pas pratiquement, je dirais, l'option de rester les bras croisés. Et donc là, effectivement, on voit que ces grandes entreprises investissent énormément dans la cybersécurité. Des fois, ça peut représenter 10% du budget vraiment annuel de l'organisation en question. J'ai d'ailleurs un chiffre qui est assez parlant. Une banque comme Bank of America investit chaque année $1 milliard dans la cybersécurité. C'est énorme. Alors, plus on avance dans le temps et plus on parle de cyber-résilience plutôt que de cyber-attaque ou cybersécurité. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux vocables? C'est le fait de partir de l'hypothèse qu'on va se faire attaquer. Le risque zéro, ça n'existe pas, c'est utopique. Maintenant, même si on se fait attaquer, ça ne veut pas dire qu'on va rester les bras croisés. Donc là, on va faire ce qu'on appelle de l'art de la gestion des conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment faire en sorte est-ce qu'on puisse minimiser les dégâts, amortir le choc et faire en sorte comme rien ne s'est passé.
c'est de la résilience ou de la cyber-résilience tout court. Et justement, aujourd'hui, cette notion de cyber-résilience a tout son poids actuellement parce que, effectivement, on l'a vu dans un certain nombre de cas où quand une entreprise se fait attaquer, elle ne communique pas, ou elle communique mal, elle communique tardivement. La gestion de crise n'est pas vraiment faite dans les règles de l'art, etc. Et d'où l'importance de cette question de cyber-résilience, parce que ça permet de ne pas s'improviser le jour J et de faire en sorte que rien ne s'est passé, et d'anticiper ces risques qui peuvent être même des fois des risques systémiques pour un certain nombre de secteurs. Et c'est là qu'on voit véritablement le rôle, l'importance d'un centre de supervision de sécurité comme celui où nous nous trouvons aujourd'hui. Exactement. Notre SOC, il a vu le jour en 2014, donc ça fait pratiquement aujourd'hui 11 ans, enfin 2 ans qu'il existe. Nous supervisons plus d'1 million d'événements par seconde, plus d'une centaine d'organisations, que ce soit au Maroc ou dans une quarantaine de pays à travers le monde. Ce centre, ça permet effectivement de détecter, mais surtout d'anticiper ces cybermenaces et de faire en sorte à ce que si jamais ça se produit, qu'on alerte le client, qu'on puisse l'aider, l'accompagner pour éradiquer le problème et de faire en sorte que ça ne se répète pas. Et donc, c'est toute la gymnastique que nous consultants, nous analystes SOC, opèrent chaque jour justement pour épargner nos clients des risques cybermenaces. Voilà, et comme une image vaut 1000 mots, avant de poursuivre, je vous propose justement de découvrir en image une innovation 100% marocaine signée Data Protect. Voilà, et on vient de découvrir effectivement, en tout cas certaines images, et on s'est fait une idée de l'intérieur de cette entreprise Data Protect. Sil Azzouzi, jusqu'où justement c'est possible, il est toujours temps d'agir, et quel message justement pourriez-vous, peut-être seriez-vous tenté d'adresser aux entreprises qui pourraient se considérer un peu comme fatalistes face à ce genre de phénomène? Non, le risque zéro, certes, c'est utopique, ça n'existe pas, mais il y a toujours moyen, effectivement, de se promener contre ces risques cybernétiques. Et aujourd'hui, que ce soit en termes d'investissement dans la techno, dans des solutions de cybersécurité, ça existe, que ce soit sur le plan de prévention, sur le plan de correction, sur le plan de détection, les 3 couches de cybersécurité. Il faut investir en termes de solutions. Il faut investir dans les ressources humaines, c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. C'est pas pour rien aujourd'hui. Il y a un besoin de plus de 5 millions d'ingénieurs cybersécurité dans le monde. Aujourd'hui, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même à l'échelle étatique, quand on parle de souveraineté numérique, il faut adresser toute la chaîne du numérique. Il ne suffit pas d'avoir une offre en cloud et quelques data centers sur le territoire, un territoire donné, pour qu'un État s'autoproclame souverain numériquement. Quand on parle de souveraineté, c'est toute la chaîne de valeur, c'est de la partie logicielle, la partie hardware, la partie protocole de communication, la partie... Donc vraiment, c'est toute la chaîne de valeur. Et aujourd'hui... Est-ce que nous avons véritablement, nous, au Maroc, voilà ce qu'on peut appeler un écosystème justement dédié à cette technologie de pointe, et comment faire pousser, comment faire émerger de véritables champions nationaux qui seraient prédestinés, en tout cas capables de... que l'on peut former ici sur place et que l'on peut éventuellement exporter? Il y a une dizaine d'années, on était effectivement peu nombreux. On était peut-être 5 ou 6 sociétés. Aujourd'hui, alhamdoulilah, au Maroc, il y a une quarantaine, voire une cinquantaine de sociétés qui se respectent, qui opèrent dans le domaine de la cybersécurité, qui même exportent le savoir-faire vraiment un peu partout dans le monde. Il y a un écosystème. C'est quoi l'écosystème
mature, j'allais dire professionnelle? En fait, aujourd'hui, effectivement, quand on analyse cet écosystème, il est composé que des prestataires de services de cybersécurité, des intégrateurs, des entreprises qui fournissent des services au niveau de la cybersécurité. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est des éditeurs de solutions de cybersécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, c'est un peu le message que je souhaiterais faire passer aujourd'hui, il faut promouvoir la culture d'innovation. Et aujourd'hui, dans le domaine de la cybersécurité, il y a quasiment des champs qui restent complètement vierges, où la bonne volonté d'innovation, elle est la bienvenue, mais encore faut-il que l'État, effectivement, encourage l'innovation dans le domaine de la cybersécurité, en mettant les moyens qu'il faut, en débloquant des subventions pour encourager, pour promouvoir la culture d'innovation dans le domaine de la cybersécurité. Et l'élément humain dans tout ça? L'élément, il est extrêmement important, bien entendu. Aujourd'hui, au Maroc, il y a des initiatives qui sont extrêmement louables. D'ailleurs, Data Protect participe à l'une de ces initiatives qui est Job in Tech. Nous avons formé pratiquement 400 personnes cette année. C'est ce qu'on appelle des pentesters, c'est des consultants GRC, etc. Et probablement l'année prochaine, on va former plusieurs centaines aussi. Et donc cette initiative de Job in Tech, moi je trouve, elle est d'une extrême utilité parce que ça permet effectivement à des jeunes qui sont issus un peu de différentes écoles, des Bac+2, etc., moyennant une formation intensive en 4 mois, de pouvoir opérer dans des domaines extrêmement pointus de cybersécurité. Et vraiment, ils sont employables au bout de 4 mois. Et c'est une initiative aujourd'hui qui a connu effectivement un franc succès parce qu'il y a un taux d'employabilité qui avoisine pratiquement 80%. Et malgré le nombre, en tout cas le taux de diplômés, le déficit en compétences reste quand même assez flagrant en matière de cybersécurité. Comment analysez-vous, comment expliquez-vous ce décalage et quel pourrait être le rôle joué dans la formation professionnelle et évidemment, parallèlement, quelle pourrait être la montée des compétences, des talents dans ce domaine quand même assez pointu. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il faut rendre ce métier de cybersécurité moins élitiste. Il faut le rendre. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas parce qu'aujourd'hui, il faut attendre un ingénieur avec vraiment un parcours de Bac+5, etc., sortir effectivement pour exercer le métier de la cybersécurité. Mais aujourd'hui, nous avons au niveau de Data Protect vraiment des diplômés de Bac+2 qui sont des passionnés de ce domaine-là de cybersécurité qui effectivement donnent d'excellents résultats. Moi, je me pose la question, pourquoi pas un bac en cybersécurité, tout simplement. Faut rendre ce métier moins élitiste. Il faut aussi partir du principe qu'il y aura des départs, il y aura des gens qui vont partir dans d'autres cieux, etc. Et il faudra vraiment, former, pas juste pour le Maroc. Il faut partir du principe qu'effectivement, il faut inonder le marché, tout simplement, de talents, du numérique de façon générale et de cybersécurité de façon particulière. Alors on va se faire là aussi une idée en images, en quelques secondes justement, de ce que peut représenter ce centre de formation là où nous nous trouvons pratiquement. On l'a vu tout le long de cet échange, la cybersécurité, c'est un thème qui n'est plus pratiquement un sujet technique réservé aux spécialistes. Elle touche également à la souveraineté des États, on en a parlé il y a un instant, à la solidité même des économies, à la confiance des citoyens, à la capacité
des entreprises à continuer à opérer dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus numérique. La question de la cybersécurité, justement, elle dépasse désormais la simple conformité ou la réaction à l'incident une fois qu'il survient. Elle devient un choix de société, un choix économique également et un choix de souveraineté. Dans ce contexte, si vous deviez véritablement résumer en une seule priorité ce que le Maroc, à travers ses institutions, à travers ses entreprises, à travers son écosystème, doit impérativement réussir dans les prochaines années, et quand on dit prochaines années dans ce monde-là, dans cet univers-là, c'est pratiquement demain, pour ne pas subir ce qu'on appelle le cyber-risque, mais en faire un levier de confiance et de compétitivité. Quelle serait selon vous cette priorité ? Pour moi, c'est l'innovation. C'est encourager vraiment l'innovation parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de la cybersécurité. Aujourd'hui, on a parlé de l'intelligence artificielle, on parle aussi de l'informatique quantique, de l'ordinateur quantique. Ce sont des champs aujourd'hui extrêmement vierges où il y a tout à faire d'un point de vue de cybersécurité. Aujourd'hui, si nous créons un environnement favorable à l'innovation, je peux vous dire que l'écosystème, dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années, va être extrêmement, utile pour l'économie du pays, utile pour la souveraineté numérique du pays, et on a tout à gagner. C'est un plaisir de discuter avec vous. C'est Adel Azouzi, expert international en cybersécurité. Il est également fondateur en CEO de Data Protect, invité de Face à l'expert. Une émission à suivre sur les réseaux sociaux, faut-il le rappeler. Merci infiniment encore une fois d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de l'avoir suivi. Face à l'expert avec Data Protect.